France Maghreb 2. Eh bien le bonjour chez vous, ravi de vous retrouver, nous sommes le lundi 9 avril, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, vous avez passé un bon week-end bien ensoleillé. Et le lundi, c'est le retour de la pluie. Voilà. Bienvenue à tous en tout cas sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Et comme souvent le lundi, elle est avec nous. Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe. Le lundi c'est Zawani. Le lundi c'est Zawani, exactement. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Salam alaikum à tous. Comment ça va cher Hanan? Bah écoute, ça va très bien. J'ai participé à un très beau colloque ce samedi, donc sur le thème du vivre ensemble, œuvrer ensemble. Donc un très beau colloque qui a réuni plusieurs associations, l'association l'ALAB, les scouts musulmans de France, les enseignants laïcs. On a eu également la visite de Nicolas Canden de l'Observatoire de la laïcité. Ouais. Donc un très bon moment. On a reçu, en tout cas Mohamed Kenissi de Herménéo a reçu également un jeune couple lyonnais d'une association qui œuvre contre la discrimination qui est faite également aux personnes de confession juive. Ouais. Donc toutes les religions étaient représentées, les personnes non religieuses également, athées. Donc un très beau moment de partage où on a pu s'exprimer en toute liberté. Parfait, bah écoutez c'était très bien, on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière avec voilà. Mohamed Kenissi donc qui était avec nous. Alors aujourd'hui on va parler, tiens ça tombe bien c'est d'actualité, toujours et encore, de laïcité, oui. Avec 3 thèmes au programme, la laïcité de Jean-Louis Bianco face à la laïcité de Manuel Valls, que dit la loi, l'interdiction du port des signes religieux à l'Assemblée nationale, quelles conséquences à venir pour les femmes politiques musulmanes portant le foulard, et puis la différence entre ordre religieux et ordre républicain. Tout ça, des questions que vous pourrez évidemment nous poser au 01 40 33 9000 avec notre invité Hanan. Alors notre invité qui est maître Asif Arif, donc un homme de loi qui est passionné par l'islam et la laïcité, oui. Qui justement va venir intervenir sur ces 3 thèmes. Et moi je vous proposerai donc un avis tranché qui s'appelle « Le président de l'Assemblée nationale m'interdit de porter mon foulard ». Quelle honte. Voilà, franchement. quelle honte. Bon, coup de cœur Hanan, t'as un petit coup de cœur? Alors non, j'ai pas de coup de cœur, mais d'ici. Oui, c'est toi, tout ça. Non. Oui, effectivement, mais tu es mon coup de cœur et mon animateur préféré. Ouais. Comme je dis, tu es ma vie, celui qui m'a permis, de m'exprimer. Tu es en tout cas celui qui me permet de m'exprimer toutes les semaines et qui me permet de m'améliorer de semaine en semaine. En tout cas, je le souhaite. C'est vrai. Et donc un coup de cœur, pourquoi pas d'ici la fin de l'émission. De l'émission, voilà. Oui, d'accord. Donc vous pouvez poser. Oui. Une petite dédicace. Allez. Voilà. Alors une petite dédicace à Raja. Donc, de Villetaneuse. Ouais. Donc on en avait parlé il y a 15 jours. L'ascenseur qui était en panne à Villetaneuse. Absolument. Donc elle m'envoie un petit message pour me dire qu'elle a téléchargé l'application France Maghreb 2. Bravo, et Raja. que du coup elle nous écoute. Et j'en profite également pour saluer Christopher Polman, donc dont j'ai été surprise hier d'apprendre que il nous écoute vraisemblablement tous les lundis et qu'il était très satisfait du thème sur la SNCF, de la manière dont on avait défendu en tout cas et soutenu les cheminots. Voilà, qui font la grève, donc grève qui se poursuit. Ah oui, qui se poursuit, donc, on est en plein dedans. Et toujours aussi vif pour eux en tout cas. Oui, absolument. La question du jour, aujourd'hui, c'est quelques jours après les attaques de Trèbes et de Carcassonne, un député, les Républicains, Aurélien Pradié, est à l'origine d'une proposition de loi interdisant aux médias de publier les noms et photos des acteurs, des auteurs plutôt, des actes terroristes pendant 5 ans. Parce qu'il dit ça permet comme ça de remonter la filière plus tranquillement que de garder en anonymat justement ces fameux terroristes présumés. Alors est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition de loi qui va visiblement et semble-t-il être discutée rapidement au Parlement? Vous nous répondez à cette question du jour sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. N'hésitez pas d'ailleurs à liker le compte officiel LGF officiel sur Twitter, Christophe Le Grand Forum sur Facebook et France Maghreb 2 bien sûr. Voilà. Et après, vous serez évidemment très bien informés sans aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à cette question et vous pourrez nous donner évidemment votre avis dans quelques instants aussi au 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus. Une excellente semaine sur France Maghreb 2. C'est votre LGF, votre talk de fin d'après-midi. Oui, l'authenticité est là. Il n'y a pas de langue de bois dans cette émission. Vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Et puis pour ceux qui nous découvrent, eh bien, soyez les bienvenus.
France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 en ce lundi jusque 18h avec Hanan Zawani et notre invité qui est avec nous aujourd'hui, que nous saluons d'ores et déjà, Maître Asif Arif. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur France Maghreb 2 et avec vous on va parler de laïcité, voilà, puisque vous êtes également à l'origine d'un nouvel ouvrage sur le sujet, qui s'appelle d'ailleurs Outils pour maîtriser la laïcité. Oui. Et qui est sorti en octobre 2018. Plus général, octobre 2017, vous voulez dire, non? Octobre 2017, oui, pardon. Parce que octobre 2018, vous êtes un peu dans le turfu, là, pour le coup. Voilà. Octobre 2017, avec une présentation un peu atypique, puisque c'est 50 fiches qui visent à présenter un peu la laïcité. Il y en a 10 à peu près sur l'histoire, plus d'une vingtaine sur les débats actuels que traverse la laïcité et comment les recentrer juridiquement. Donc j'ai un peu vulgarisé le droit pour ceux qui veulent bien la lire, les fiches. Et ensuite, il y a une quinzaine de fiches sur le rapport qu'entretient l'État avec les religions, puisque dans un système laïque, l'État, ça n'empêche pas l'État de collaborer avec les religions. Absolument. Et on va en parler avec vous d'ailleurs tout au long de cette émission sur France Maghreb 2. Auditrices, auditeurs, vous pourrez évidemment poser votre question à Maître Asif Arif qui est avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h. Je vous rappelle la question du jour, peut-être que vous allez pouvoir y répondre aussi, Maître. La question du jour, c'est quelques jours après les attaques de Trèbes et Carcassonne, le député Les Républicains, Aurélien Trabier, est à l'origine d'une proposition de loi interdisant aux médias de publier les noms et les photos des auteurs d'actes terroristes pendant 5 ans. D'accord avec cette proposition ou non d'ailleurs? Eh bien vous nous répondez sur Facebook, France Maghreb 2 pour y répondre, Twitter LGF officiel sur Twitter. Maître, est-ce que c'est une bonne action? Alors le député explique que c'est pour peut-être remonter la filière plus tranquillement en ne dévoilant pas justement l'identité des auteurs justement qui auraient commis des actes terroristes. Moi je pense qu'il y a un triple intérêt trois intérêts qui sont en présence. D'abord le premier, c'est évidemment, est-ce que la liberté d'information nous interdirait éventuellement de publier un certain nombre d'informations? Oui, non, ça c'est la première question. Ouais. La deuxième, ça serait plus ou moins effectivement un travail de renseignement qui peut-être nécessite que on puisse anonymiser certains noms. Et puis le troisième, je pense pas que c'est parmi les moindres, c'est celui aussi peut-être d'éviter certains amalgames un peu faciles qui peuvent être faits entre vous savez, on a souvent tendance à dire que tous les terroristes sont des Arabes et des musulmans. Donc ce serait peut-être aussi la bienvenue pour éviter ce genre d'amalgame totalement nauséabond. Donc d'accord avec cette proposition de loi. Plutôt d'accord. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui ressort d'ailleurs dans notre sondage du jour, puisque vous êtes pour l'heure 73% à être d'accord sur Facebook. Je sais pas d'ailleurs ce que ça donne du côté de Twitter, Hanan nous dira. Alors, ça donne exactement la même chose, on est à 75%. Donc pour ma part, effectivement d'accord aussi pour anonymiser, voilà, les coupables potentiels, parce que tant qu'ils sont pas jugés, on ne sait pas réellement à quel niveau en fait ils sont responsables de cet attentat-là, et également pour comme vous le disiez, Maître Asif, pour éviter les stigmatisations qui sont faites. Donc je tiens juste à revenir là sur l'attentat justement qui a eu lieu en Allemagne ce week-end, il y a 2 ou 3 jours, où on a CNews et Ouest France qui titrent sur cet attentat-là en mettant un attentat non islamiste et également un attentat commis par un non musulman. Donc on a encore une fois qui apparaît au niveau des médias cette obsession par rapport au fait de lier forcément le mot attentat au mot musulman. C'est vrai. Donc voilà, donc juste pour en informer nos auditeurs et pointer du doigt que les médias font vraiment un travail très négatif sur la société française et qu'ils imprègnent en fait dans l'esprit de la société française que forcément le mot terroriste, ou en tout cas que le terrorisme est mené par des musulmans.
Effectivement. Alors vous pouvez continuer évidemment de voter et répondre à cette question par Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Avant de passer à notre zapping, parce qu'on a un autre petit zapping quotidien à mettre. D'ailleurs, vous allez pouvoir donner votre avis sur tout ce qu'il fallait pas rater ou non d'ailleurs à la télévision ou à la radio. C'est notre Zap 24. Des petits mots sur la Tunisie, puisque c'était les 3 présidents républicains gouvernement étaient à Monastir ce vendredi 6 avril pour commémorer le 18e anniversaire du leader Habib Bourguiba. C'était lors d'une cérémonie officielle solennelle organisée donc au carré de la famille Habib Bourguiba. Le président de la République Essebsi a déposé une gerbe de fleurs au pied du mausolée du leader et réciter la Fatiha. La population tunisienne donc est descendue dans la rue pour célébrer cette commémoration. L'accompagnait le chef du gouvernement Youssef Chahed, bien sûr, le président de l'Assemblée du peuple Mohamed Ennasser, plusieurs membres du gouvernement, mais aussi des résistants également et des militants du mouvement de libération nationale, ainsi que des membres de la famille Bourguiba. Et puis d'ailleurs à ce titre, Tarek Mami est parti dans le château de la Ferté dans le Loiret. C'est tout près de Montargis, je crois que c'était du côté d'Amilly, où le président Bourguiba était assigné à résidence en 1954 durant 6-7 mois pour y préparer justement la Tunisie, le projet de l'indépendance de la Tunisie. Donc c'était dans le Loiret et visiblement le propriétaire du château a reçu donc certains membres de la délégation, et donc France Maghreb 2 y était samedi. Le reportage est d'ailleurs à voir en direct sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Et puis sachez qu'aujourd'hui la Tunisie célèbre ce lundi les événements du 9 avril 1938, devenu jour des martyrs. 77 ans plus tôt, sachez qu'il y avait des protestations de rue qui ont eu lieu en Tunisie, notamment à Tunis, notamment pour revendiquant des réformes politiques. La première revendication a été la mise en place donc d'un parlement tunisien. Le colon français à l'époque avait alors riposté violemment avec une sanglante fusillade qui marqua le mouvement national tunisien. Ce 9 avril 1938 donc, 22 personnes tomberont sous les balles et une centaine d'autres sont blessées après une manifestation pourtant pacifique. Ça nous rappelle d'ailleurs des exemples, pas plus tard qu'il y a pas longtemps, du côté de Gaza, suivez mon regard. 3000 arrestations seront effectuées, une journée qui marquera à jamais la mémoire des Tunisiens et qui participe à la construction du mouvement national tunisien. Depuis, c'est une journée nationale, dite journée des martyrs, fériée, chômée et payée. Donc le 8 avril 2018, comme les autres 8 avril d'ailleurs. Voilà, c'était important de le rappeler. Pour bien jour entendu des martyrs qu'on appelle en arabe Youm el Shuhada. Voilà. Shuhada. Alors, dans un instant, on va entamer notre premier thème avec vos questions, bien sûr, sur France Maghreb 2. Mais voici donc le zapping. Alors, pour commencer ce zapping, cher maître, Anan Zawani, auditrice, auditeur, Ménel, vous vous souvenez de Ménel, l'affaire Ménel et Ptissem, oui, qui avait été écartée de The Voice? Eh bien, sachez qu'elle a fait elle a fait de nouveau parler d'elle ce week-end en publiant une vidéo de sa prestation finale qui a été coupée dans The Voice. Voici ce qu'on aurait dû voir à la télé. Écoutez, un extrait. J'en vois des qui se lancent des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer, un peu comme nous qui nous aimons beaucoup. Moi pour toujours, j'en vois valser les preuves d'amour en or plaqué. Toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. C'est toi qui vaux de l'or. Voilà, c'est la prestation de Ménel qui a été donc coupée au montage. Elle l'a reproduite dans une vidéo qu'elle a publiée sur ses réseaux sociaux ce week-end. L'affaire Ménel et Ptissem, maître arrive. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque?
Une discrimination, tout simplement, qui est liée au fait qu'elle portait le voile, qui est liée au fait aussi qu'elle avait publié certains posts Facebook, et alors il y en a d'autres qui ont publié bien pire, et puis il y a la liberté d'expression. Visiblement, on a toujours l'impression que cette liberté d'expression, quand elle arrange, on la met en avant, et puis quand elle arrange pas, on la met pas en avant. Il y a ce côté deux poids deux mesures qui se retranche très nettement dans cette affaire. Et puis en plus, une de valeur actuelle qui, encore faut-il le rappeler, l'a fait passer pour celle qui représente l'islamisme en France, qui est nauséabonde et immonde, quoi, tout simplement. Donc tout simplement discriminatoire. Très bien. Alors, juste sur, on en a suffisamment parlé, tout a été dit. Effectivement, j'avais pas vu ce tweet, donc il a été pas mal relayé. Donc on a des internautes qui nous disent quelle jolie voix, j'étais là le jour du tournage de son audition finale, c'était magnifique, et d'autres qui attendent la sortie prochaine avec impatience de son album. Absolument. Donc magnifique voix, cristalline, et en tout cas toujours est-il que malgré les difficultés qu'elle a subies, malgré la violence qu'elle a subie sur les réseaux sociaux, elle continue son bout de chemin et ne baisse pas les bras. Donc tout ce qui ne n'abat pas ne rend pas plus, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Absolument. Donc bravo Ménel, notre total soutien. Sans aucune transition. Bernard-Henri Lévy était l'invité politique, enfin si je puis dire, de l'émission On n'est pas couché samedi soir, et à propos du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. Il n'y croit pas du tout, dites donc. Quelle surprise. Les motivations d'un homme d'État, elles sont toujours complexes, bien sûr. Il pensait peut-être acquérir de la popularité. Il voulait se rattraper parce qu'il avait l'impression de s'être mal conduit en recevant Kadhafi. Ah, voilà. Oui, et justement, c'est pas ça qui vous interroge quand vous voyez la façon dont il est avec Kadhafi à son début de mandat, et puis que aussi facilement il vous suit pour aller intervenir en Libye. Mais comme je vous pose pas question. Mais comme je crois au bien et au mal, et je crois que parfois les gens y croient aussi. Peut-être que Sarkozy, allez savoir, j'en sais rien, ça me vient là maintenant en vous parlant, peut-être que d'avoir fréquenté Kadhafi pendant ces quelques jours à Paris, peut-être qu'il a découvert que le type était encore plus dangereux, sanguinaire qu'on ne le pensait. Allez savoir. Vous ne croyez pas du tout à la thèse du financement de sa campagne par... Alors ça, en revanche, je n'y crois pas du tout. Voilà, Bernard-Henri Lévy qui s'exprimait donc sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, donc par le colonel Mouammar Kadhafi. Maître, oui, Anan, vas-y. Oui, alors ce qu'on pourra retenir de son passage, donc sur On n'est pas couché, c'est qu'il a toujours le même discours. L'islam et les musulmans ont un procès sur le service public. Et par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est que comme d'habitude, personne sur le plateau n'apporte une once de critique à ces tribunes qui peuvent être qualifiées de sectaires. Ouais. Donc voilà, encourageons l'unité et non la division. Maître ? Écoutez, moi je pense que c'est un peu compliqué de découvrir tout d'un coup que Kadhafi serait le grand méchant loup en arrivant à Paris, surtout pour des potentiels crimes qui seraient commis en Libye. C'est compliqué géographiquement parlant déjà, et puis ensuite je trouve que ça relève un peu de l'utopisme, voire même du foutage de gueule, pour ne pas dire ça autrement, lorsque l'on me dit que l'intérêt était le bien, l'intérêt c'était on a découvert tout d'un coup que Kadhafi était comme ci et comme ça. Je pense que rien ne justifie la guerre, rien ne justifie qu'on aille intervenir dans un pays étranger, à moins que ce soit vraiment avéré, qu'il y ait des rapports qui sont faits sur une situation établie, mais ce qui n'était pas le cas en Libye. Pour terminer ce zapping, un peu de politique et actes considérés comme essentiels de la refondation du Parti Socialiste. Le congrès d'Aubervilliers près de Paris s'est donc achevé hier, ce dimanche, et un homme était attendu au tournant, Olivier Faure, tout juste intronisé la veille premier secrétaire et dont le discours de clôture était censé donner le nouveau ton du parti. Alors, quelle orientation allait-il donner à un PS qui peine toujours à trouver une ligne commune après ses échecs électoraux cuisants? L'année dernière, face à la question toujours présente du rassemblement, Olivier Faure a décidé de jouer sur les divisions passées qui, souligne-t-il, n'ont pas toujours considéré un obstacle au sein du Parti Socialiste. Écoutez Olivier Faure hier. Je n'ignore rien de nos différences, mais elles ne doivent pas nous faire oublier non plus nos ressemblances. J'ai été rocardien. Je détestais les fabiusiens, qui eux-mêmes combattaient les jospinistes, qui n'aimaient guère les strauss-kahniens, qui méprisaient les Hollandais, qui abhorraient eux-mêmes les aubryistes, qui exécraient les ségolènistes,
qui se sont séparés des valsistes, qui eux-mêmes haïssaient les harmonistes. Ces istes, ces yens, ces haies sont notre histoire. Mais admettons-le, ils sont aujourd'hui devenus un peu notre boulet. Un peu notre boulet. Donc les différences OPS devenu boulet donc du parti, admet Olivier Faure hier lors du congrès. Pas mal comme attaque de départ, Anan? Bah forcément il est obligé d'attaquer pour pouvoir continuer à vivre et survivre, mais là la réalité c'est que le PS dans l'état actuel où il est, et surtout avec l'émergence des mouvements France Insoumise et de la République En Marche, c'est qu'ils vont mettre quasiment 10 ans à s'en relever. Donc bon courage à lui. Donc le Parti Socialiste, on le rappelle quand même, c'est un parti qui a des dizaines d'années, qui compte un certain nombre de militants. La valeur du socialisme en tant que tel, parce que c'est une valeur, enfin en tout cas c'est un parti qui portait des valeurs de solidarité, de fraternité, un peu façon bisounours, on peut en convenir. C'est des bonnes valeurs, donc ces valeurs de gauche de toute manière elles continuent à vivre, que ce soit au niveau du Parti Socialiste, au niveau de Génération, de la France Insoumise. Donc le Parti Socialiste, moi en toute sincérité j'y ai jamais adhéré, parce que ils ont jamais respecté leurs engagements, notamment aux immigrés, aux enfants d'immigrés. Donc le droit de vote qui devait être donné aux immigrés sur au niveau local n'a jamais été mis en place, et qui a eu moult trahisons. La récupération par exemple de la marche de la comment on appelle ça, qui a été transformée marche de l'égalité, donc qui a été transformée en marche des beurs. Ouais. Donc le Parti Socialiste, oui, en tant que valeur qui prône des valeurs de gauche, de solidarité, de fraternité. Après, en tant qu'institution complètement sclérosée par des scandales divers et variés, bah non, je dis non, et je dis stop, passons à autre chose et soyons totalement indépendants, notamment au niveau des questions, des problématiques populaires qui nous concernent. Aujourd'hui, personne n'est capable de les porter, hormis nous-mêmes au niveau local. Maître Azif Arif, est-ce qu'il faut croire en l'émergence du Parti Socialiste au travers de la personnalité d'Olivier Faure? Il faut jamais dire jamais. Je veux dire, on peut pas savoir ce que Olivier Faure va porter. Tout dépend des idées qu'il va porter. Il a beau dresser un discours assez honnête et on va dire assez transparent sur la situation du Parti Socialiste, qui est complètement en déliquescence. Mais maintenant, tout dépend. On attend de voir comment ça va se passer. Mais vous savez, on est quand même un peu des habitués des promesses électorales non tenues. Donc maintenant, on a un peu fait le tour du Parti Socialiste et on est des abusés du socialisme, on va dire. Il y a un reportage d'ailleurs, c'est dans la semaine avec Hollande. Je sais pas si c'est demain ou après-demain. Ouais. Mais il revient sur le devant de la scène. Il va faire son bilan. Oui, il va donner son bilan. Oui, bon, affaire à suivre. Voilà, si vous avez envie un peu de perdre du temps, allez-y. On va parler laïcité maintenant avec Maître Azif Arif, qui est avec nous sur France Maghreb 2 et que vous allez pouvoir d'ailleurs questionner au 01 40 33 9000. 3 thèmes, et on va commencer donc par le premier. Laïcité de Jean-Louis Bianco face à la laïcité de Manuel Valls. Que dit la loi? Bah voilà, le thème est là sur la table et on en discute. C'est vrai que ce sont deux styles proprement complètement différentes, et deux approches complètement différentes justement de ce que l'on peut appeler aujourd'hui la laïcité, qui est un mot un peu un fourre-tout aujourd'hui, quelque part, maître. Alors c'est compliqué, parce que aujourd'hui c'est vrai que vous avez essentiellement deux écoles qui sont liées d'abord au fait que on a deux positions qui s'opposent sur les courants de la laïcité. On dit qu'il n'y a qu'une seule laïcité, il n'y en a pas 10 000, etc. Certains parlent de... Pour Bianco, on va plus dire que c'est une laïcité qui est accommodante avec l'islamisme, avec ceci et cela, et puis on va dire de Valls, mais non, voilà le laïc qui essaye de défendre la laïcité, le patrimoine judéo-chrétien, etc. Sauf que ces deux analyses sont évidemment erronées. Je crois que l'Observatoire de la laïcité, à travers Jean-Louis Bianco, et je le crois fermement, ils sont en train d'essayer de défendre une ligne juridique de la laïcité, c'est-à-dire qu'ils s'en tiennent au droit et ils essayent de faire en sorte que les différentes positions qu'ils prennent soient des positions qui soient fondées par la loi de 1905, par la jurisprudence. Ce que propose Manuel Valls, en revanche, est une laïcité qui va plus loin que la loi.
Il suffit de regarder la polémique sur le burkini qu'il a lui-même quelque part instigé, puisque ah oui, complètement. Ouais. Il était, c'était le fer de lance de cette polémique. Il a dit voilà, moi je suis pour l'interdiction du burkini, mais on voit que le Conseil d'État l'a retoqué. Oui. Donc on voit bien que ces positions ne sont pas conformes au droit. Donc si c'est pas des positions conformes au droit, c'est des positions qui visent plutôt à atteindre un but qui est celui d'une nouvelle laïcité. Mais quelle est cette nouvelle laïcité? C'est de ça qu'il faut faire le diagnostic. Pourtant, maître, il y avait quand même un candidat à cette élection. Je me souviens, Benoît Hamon. Qui demandait le respect strict de la loi, et là, dans ce cas-là, pour lui, en tout cas, il n'y aurait aucun problème à ce que, justement, il n'y ait pas de stigmatisation et ce que chacun puisse exercer son culte en toute liberté, en respectant donc cette fameuse loi de 1905. Mais attendez qu'on se le dise sérieusement, là. On est d'accord que, aujourd'hui, on part d'un postulat simple, c'est que l'article 1er de la loi de 1905, la République assure et garantit la liberté de conscience à tout le monde. C'est ça, oui. Voilà. Donc à partir du moment où on s'en tient à la loi de 1905, on a une loi qui est tolérante, on a une loi qui est aussi intransigeante, et on a une loi qui, lorsqu'elle est respectée de tous, permet à tout le monde de se respecter mutuellement. Ouais. Donc on a une loi qui est très bien sur le fond, et après c'est comment on instrumentalise cette loi et comment on la dévoie, et ça a été le travail, il faut le dire, d'un certain nombre de mouvements, et dont notamment de Manuel Valls, qui veut faire évoluer la laïcité vers quelque chose qui n'est plus de la laïcité mais qui est un athéisme d'État. Donc effectivement, bah oui, cette laïcité, en tout cas nous, telle qu'on la ressent, citoyens français de confession ou de culture musulmane, c'est une laïcité qui alimente la polémique, qui sert de protection, de prétexte à l'exclusion et aux intolérances, alors que elle a été créée comme une porte d'ouverture et une porte de dialogue entre pour permettre le dialogue, le vivre ensemble et le faire ensemble. Aujourd'hui, on a effectivement Benoît Hamon, qui est le seul à avoir un discours très clair et à pointer du doigt les discriminations qui sont faites aux musulmans de France. Et hormis ça, on a la quasi-intégralité des responsables politiques qui s'en servent comme élément qui permettent justement qu'ils aient plus de voix électorales, et qui font des contorsions idéologiques en réalité. Donc revenons effectivement au cadre de la loi. Qui a bien été expliqué en tort et en large et en travers par l'Observatoire de la laïcité, et arrêtons tous ces amalgames. Le souci qu'il y a par rapport à la laïcité de Manuel Valls face à celle de Jean-Louis Bianco, c'est que dans les médias on entend beaucoup plus Manuel Valls que Jean-Louis c'est clair. Bianco. Il est invité partout, hein. Bientôt il va être invité pour dresser la manière dont planter de la pelouse, hein. Pourquoi pas, hein. Écoutez, il est invité, non seulement il est invité partout, mais en plus son discours il trouve de plus en plus d'écho. Absolument. C'est ça le problème. Et je crois Est-ce qu'il ne serait pas d'ailleurs le bon porte-parole du printemps républicain ou de la fachosphère qui totalement, je veux dire, il y a même pas faut dire les choses, allons-y, hein. Faut dire les choses comme elles sont, c'est qu'il est le porte-parole du printemps républicain, c'est sûr. De la fachosphère, je pense que sur un certain nombre de points, ils se rejoignent totalement sur un certain nombre d'idéologies de la laïcité, de cet athéisme d'État, de cette volonté de complètement, parce que finalement la laïcité, qui était un outil de tolérance, de vivre ensemble, qui permettait d'atteindre ce but qui était de séparer les religions de l'État, mais pour mieux garantir et respecter les droits des deux, eh bien on se rend compte qu'elle opprime une certaine minorité dans notre pays. Et ça, c'est pas normal. On est quand même en France, on n'est pas dans certains pays qui oppriment des minorités. Donc il faut rappeler avec force et vigueur la loi de 1905, ça c'est certain. Et puis, faut répondre à Manuel Valls à travers la loi de 1905, à travers les jurisprudences qui sont établies et qui sont certaines dans notre pays. Et encore une fois, il y a une forme de dualité dans Manuel Valls, parce que il va dire d'un côté, moi je suis le fer de lance de l'état de droit, il faut respecter la démocratie, il faut respecter l'état de droit, mais c'est le premier qui justement s'est inscrit en faux vis-à-vis de l'arrêt du Conseil d'État lorsque on a voulu interdire le burkini. Bon. Donc vous voyez qu'il y a alors on va continuer d'en reparler si vous permettez juste après la pause sur France Maghreb 2 avec vos questions aussi, vos interventions 01 40 33 9000, ça nous intéresse vous ce que vous ressentez
sujet, parce que finalement il y a quand même un constat simple à faire. Si tout le monde respectait ne serait-ce que la loi, bon, on serait pas là peut-être en train de discuter de ce sujet. Sauf qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'en servent pour à des fins électorales ou à des fins aussi de manipulation, pour manier un petit peu cette fameuse laïcité et pour tenter de stigmatiser, on va dire, clairement, une seule communauté, la communauté musulmane. Je dirais même d'excommunier. D'excommunier, allez-y, pas de problème. 01 40 33 9000, on continue d'en parler avec vos appels en direct et avec Maître Asif Arif qui est avec nous sur France Maghreb 2, la vie tranchée d'Anan Zawani qui ne va pas tarder non plus, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Anan Zawani en ce lundi, avec Maître Asif Arif qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour parler laïcité, parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage, d'un outil justement sur cette fameuse laïcité. Alors c'est quoi cet outil? Ça sert à quoi? Ça sert à remettre tout le monde d'accord, de rappeler le principe même de cette loi, ce qu'elle indique, ce qu'elle propose. L'idée c'est ça, c'est que toi comme moi on a une vision assez différente de la laïcité parce que on a des aspirations personnelles peut-être qui viennent s'y greffer ou s'y grever. Et donc du coup l'idée c'était quand même de faire quelque chose qui soit suffisamment fondé, et rien de mieux que la loi, rappeler la loi, rien que la loi et que la loi. Et ça c'est ce que Richard Ferrand disait déjà à l'époque lorsqu'il allait sur des chaînes concurrentes dont je tairai le nom. Et je pense que c'était important de rappeler la loi, la jurisprudence. Ce qu'avait fait Macron en tant que candidat aussi. C'est ce qu'il a essayé de faire. Je pense que c'était important aussi, mais Macron n'a pas réussi à bien faire passer le message. Et encore aujourd'hui, je sais pas s'il réussit à faire bien passer le message, parce que j'ai l'impression que il a pas trop envie de toucher à ce sujet qui est quand même épineux dans la cité française. Et puis il sait derrière que s'il y touche, peut-être que Manuel Valls va rebondir au quart de tour pour faire le tour des médias et faire l'effet inverse. Donc je pense qu'il y a certaines craintes qui sont liées à tout ça. Et donc ces craintes-là, elles sont avérées. On comprend Macron, mais du coup, il y a un certain nombre d'autres personnes qui s'accaparent la laïcité, et ça, c'est pas bon. La laïcité, c'est la loi. Il faut la rappeler, et je pense que ça irait très bien à Emmanuel Macron de rappeler la loi, et rien que la loi, tout simplement, de venir et puis de dire, écoutez, il y a la jurisprudence, il y a la loi. Les juges sont indépendants dans l'appréciation de la loi, et à partir de ce moment-là, on la respecte. Et point à la ligne. Et nous, on demande que ça. Je veux dire, il y a rien. Il n'y a pas de revendications communautaires qui sont liées à la laïcité. Tout ça, c'est un mensonge. Vous savez que le communautarisme est un terme qui a été inventé tout simplement pour disqualifier votre adversaire dans une argumentation rhétorique. Donc, l'idée, il n'y a pas de communautarisme. N'est-ce pas un piège dans lequel beaucoup tombent aussi, justement, de se communautariser? Mais se communautariser, mais l'homme vit en communauté. Depuis que l'homme est l'homme, on vit en communauté. Non mais d'accord, mais vous suivez bien mon regard. Enfin, ma question, c'est aujourd'hui les musulmans, comme ils sont attaqués, par exemple, on va prendre cet exemple. Ils sont attaqués, ils ont tendance à se retourner vers les siens, à aller parler, échanger, essayer de s'organiser avec ceux qui partagent un peu la même vision de la société. Et est-ce pas là un piège dans lequel peut-être on nous tend, que le politique nous tend, pourrait peut-être essayer de mieux nous aspirer par la suite? Alors, nous enfermer, nous cataloguer. Nous enfermer, nous cataloguer, ça c'est certain. Je veux dire, aujourd'hui c'est un état de fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, si les musulmans ne peuvent pas compter sur les siens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un peu de mal en même temps. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, prenez l'exemple des institutions juives de France, elles sont bien réunies sous le CRIF. Donc ça veut bien dire que pas toutes. Pas toutes. On est d'accord. Ils sont désolidarisés quand même du CRIF. Entendez-moi bien, voilà. Mais un certain nombre d'organisations se sont organisées sous le CRIF. Donc pourquoi pas? Mais on a un certain nombre d'organisations qui se sont aussi organisées sous le CFCM, un autre nombre d'organisations, en tout cas cultuelles, qui se sont organisées sous l'UOIF. Donc ça pose pas de souci. Les musulmans de France aujourd'hui. Voilà, musulmans de France. D'ailleurs, le CFCM qui va annoncer une réforme de son institution d'ici avant le Ramadan. Apparemment, le président Ahmed Ograd promet justement une réforme complète de ce CFCM parce qu'il juge que si ça continue comme ça, il risque de mourir. On est assez d'accord avec lui pour une fois. 01 40 33 9000 si vous avez évidemment des questions à poser. On va peut-être passer à la vie tranchée de notre ami Anan Zawani tout de suite. Est-ce que tu es prête? Bien sûr que oui. Eh bien, on va y aller. Donc même en avance, je dirais.
Ah bah c'est bien, tant mieux. Donc pour l'avis tranché, maître, c'est l'avis qui est demandé. Enfin, c'est une chronique qui est demandée aux chroniqueuses et aux chroniqueurs qui interviennent régulièrement dans cette émission. On leur demande de choisir un sujet qu'ils sont tentés d'argumenter, défendre pendant 2 petites minutes. Voilà, donc c'est un petit peu leur oral à eux. Sur France Maghreb 2, c'est parti pour l'avis tranché de Madame Zawani. Alors piétinez-moi, allez-y! Et je pense que cet avis tranché est une sorte d'interpellation envers le président de l'Assemblée nationale, Anan. Alors exactement, le président de l'Assemblée nationale m'interdit de porter mon foulard. En un tweet, la féministe Isabelle Alonso résume cette aversion très française contre le voile que portent certaines musulmanes. Le voile est un symbole, un cheval de Troie, un danger. Comment lutter contre sa banalisation? Lutter contre le voile n'est pas lutter contre les musulmanes. Est-ce si compliqué à comprendre, dit-elle. Eh bien si, Isabelle, lutter contre le voile à la manière dont vous le faites, c'est lutter contre ma liberté de le porter en toute conscience et toute liberté. Mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est votre liberté. Par contre, que dire de cette interdiction qui m'a été faite par le sommet du pouvoir de m'interdire de porter mon foulard à l'Assemblée nationale? Alors je m'explique, chers auditeurs et auditrices, vous me connaissez pour la plupart en tant que chroniqueuse du LGF, peut-être moins en tant que femme politique et candidate aux législatives de juin 2007 sur les villes de Bobigny, Drancy et Le Bourget. Je vous informe donc que récemment l'article 9 du règlement de l'Assemblée nationale interdit aux députés dans l'hémicycle, entre autres, tout signe religieux ostensible, donc m'interdit de rêver car je porte moi aussi le foulard islamique. Quelle triste position de ma France à moi. Par cette disposition, ma France à moi s'aligne encore un peu plus sur les régimes politiques les plus autoritaires et les plus misogynes de la planète, tels l'Arabie Saoudite et l'Iran. Quand eux prescrivent certains vêtements aux femmes, ma France à moi nous en interdit d'autres. Le nombre de femmes concernées en France n'est certes pas aussi élevé que dans ces deux pays, mais prises individuellement, chaque femme visée, dont moi, éprouvons la même privation de liberté. Rokhaya Diallo, dans son excellent article « Voile et féminisme », explique que la régression ne réside pas dans le fait de porter le voile, mais dans celui d'imposer aux femmes une norme vestimentaire. Par ailleurs, l'article 9 du règlement est contraire à la laïcité selon la loi de 1905, qui n'adresse pas d'injonction de neutralité aux citoyens, mais affirme au contraire la liberté de conscience et de culte. Ainsi, il enfreint également la Constitution de 1958 qui consacre la laïcité et la liberté religieuse dont bénéficiaient d'ailleurs les députés siégeant en soutane dans l'hémicycle, à savoir le chanoine Kir et l'abbé Pierre. Si les temps ont changé, la loi et la Constitution française, elles, continuent de me garantir cette liberté religieuse. Alors question, Maître Assif Arif, que je vous ai posé à vous, et à d'autres avocats d'ailleurs il y a quelques mois, que faire? Est-ce trop tard? J'ai été informée, cher Christophe, par Atika Trabelski de l'association LALAB avant-hier qu'une intervention au Conseil européen est prévue dans 15 jours. Donc dans l'attente d'une décision du Conseil européen, je vous informe, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Alain de Rugy et Madame la ministre François de Rugy, et Madame la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, que mes rêves ne sauraient souffrir une telle interdiction. Maître, pour cette question posée par Anan Zawani. Écoutez, je pense que sur l'interdiction des ports de signes religieux à l'Assemblée nationale, c'est une question qui a été assez longuement débattue, même si on a eu assez peu de relais vraiment existants sur la question. Le débat, il est double. D'abord, c'est la méthode avec laquelle on a adopté ce règlement ou cette résolution, je ne sais plus très bien le terme technique. C'est une interdiction qui a été faite au sein du règlement intérieur, et qui a été adopté par le bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Alors ça, c'est très particulier parce que le bureau de l'Assemblée nationale, vous savez bien que les règlements qu'ils adoptent ne sont pas susceptibles de recours. Donc automatiquement, c'est assez compliqué de le soumettre à, en quelque sorte, une démocratie judiciaire, c'est-à-dire qu'on puisse au moins critiquer, remettre en cause ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas.
Là, c'est pas le cas. On ne peut pas. La deuxième chose. Ça a été fait sciemment et ça a été réfléchi de toute façon pour ne pas pouvoir être attaqué. Alors, en plus. On peut pas l'imaginer autrement. Puis en plus, c'est parti d'un événement qui n'avait rien à voir avec, encore une fois, le fait religieux musulman. C'est parti d'un type qui avait un maillot de foot à l'Assemblée nationale et c'était François Ruffin notamment, pour défendre les clubs sportifs qui étaient malmenés financièrement. Bon, eh bien. On en arrive à un débat sur le voile, sur l'islam, sur les signes religieux, alors que il n'y a jamais eu, si il y a une députée de Mayotte peut-être, de signes religieux qui ont posé problème à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on a l'impression à les écouter qu'il y a une reconquête de l'Assemblée nationale par des voiles partout. Il faut arrêter, je veux dire. Alors vous vous souvenez peut-être, maître, il y avait Latifa Benzaten qui était intervenue lors d'une commission à l'Assemblée nationale et qui avait été sifflée par les députés parce qu'elle portait le voile. Mais c'est inacceptable, je veux dire, c'est plus bas que tout, il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre de choses. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Assemblée nationale, c'est un haut lieu de débat, c'est le haut lieu de la démocratie, c'est là où étaient votées toutes nos grandes libertés, la liberté d'expression, la liberté de religion, la loi de 1905, bon sang. Et quelque part, le fait de interdire un signe religieux, c'est contraire à tout l'esprit que l'on a créé et que l'on a mis en place depuis 1905. Vous imaginez ce que vient de faire? Et ça, François de Rugy, visiblement, il ne s'en rend même pas compte. Alors je pense qu'il s'en rend compte. Moi, ça suis spécialement, plus exigeante sur cette question-là. Je pense qu'il s'en rend compte et que ça a été fait sciemment et qu'il sait tout à fait qu'on ne peut pas attaquer. Donc je vous repose la question parce que vous n'avez pas répondu à ma question, maître Assif. Que faire? Est-ce trop tard? Alors, trop tard, je pense qu'il est jamais trop tard. Ce qui est certain, c'est qu'on peut pas saisir aujourd'hui les juridictions françaises. Donc c'est trop tard alors? Non, parce que, attendez, il y a les juridictions internationales. Ouais, européennes. Européenne, éventuellement on peut toujours saisir un certain nombre de bureaux européens, etc. Mais surtout le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ouais. Je pense que ça c'est un bon levier pour permettre de contester une mesure qui pourrait être considéré comme discriminatoire. Donc le Comité des droits de l'homme de l'ONU, tout simplement, il suffit de le saisir par requête, et à partir de ce moment-là, ce comité va statuer sur la base de sa propre charte, la charte des droits de l'homme de l'ONU, et ici, il faut soulever une violation du principe de non-discrimination, du principe de la liberté religieuse, du principe de certain nombre de principes qui sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme quand même, et à partir de là, je pense qu'il y a moyen d'avoir une pression internationale qui serait montée sur l'Assemblée nationale en France pour pouvoir changer cette législation-là. Mais je vous avoue qu'au niveau français, j'ai consulté plusieurs avocats. Tout le monde me dit la même chose. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, on va en reparler évidemment avec vous sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000. Tiens, si vous avez des questions à poser à maître Assif Arif qui est avec nous, profitez-en. Il y a Samy de Champigny qui est avec nous. Bonjour Samy. Ouais, bonjour Christophe, ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Oui, on t'écoute. Ouais, alors en fait, moi je voudrais poser une question au monsieur là, comment vous appelez, excusez-moi? Maître Assif Arif. C'est maître Assif Arif. Alors moi j'ai une question, il y a un monsieur qui arrête pas de dénoncer des terroristes, monsieur Sifawi. Ça vous dit quelque chose? Qui ça? Monsieur Sifawi, Mohamed Sifawi, bien sûr, il connaît, tout le monde connaît. Il n'arrête pas de dénoncer, je vous pose une question à vous, maître. Il n'arrête pas de dénoncer tous ces malfaisants. Mais pourquoi on le suit pas, ce monsieur? Pourquoi on le dénigre? Alors en sachant qu'il a peut-être la vérité en main. Il n'arrête pas de dire que ça, il va se passer ça, il va se passer ci. Il y a deux islams en France. Il y a l'islam tordu, comme il dit, et il y a l'islam bien. Pourquoi on va pas dans sa direction? C'est là que j'arrive pas à comprendre. Je me pose la question. Y a-t-il deux islams en France maintenant? C'est pas un, c'est deux maintenant. Voilà la question. Merci Samy pour votre question sur Mohamed Sifawi. Merci Samy pour cette question. Je pense que c'est très important la manière dont il a posé. Je crois que il y a un certain nombre de principes sur lesquels, avec Mohamed Sifawi, il faut être d'accord. Je veux dire, le principe même de la justice et de l'équité voudrait que lorsque Mohamed Sifawi dit quelque chose de correct, on respecte sa parole correcte. C'est-à-dire que s'il condamne le terrorisme, c'est très bien, tant mieux. S'il a réussi à trouver que il a été pragmatique et il a anticipé tous les mouvements terroristes
terroristes qu'il pouvait y avoir en France, très bien, c'est une bonne chose et je pense que il faut féliciter Mohamed Sifawi pour ça. Maintenant, là où on n'est pas d'accord avec Mohamed Sifawi, c'est lorsque il devient vendeur d'anxiogènes en France. Lorsqu'il commence à dire, par exemple, que le voile de Latifa Ibn Ziaten pose problème, parce que je rappelle que c'est lui qui a dit également que, je ne sais plus exactement ses mots et je ne voudrais pas le diffamer, mais il a eu des propos très durs sur le voile de Latifa Ibn Ziaten qui consistait dans un rejet quasi du voile. Et là, lorsqu'on s'inscrit dans le rejet total et non circonstancié et non apaisé de certaines choses qu'elles soient religieuses ou civiles, eh bien, il faut s'inscrire en faux vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre à 200% Mohamed Sifawi. Maintenant, ce sur quoi il apporte un certain nombre d'éclaircissements et ceux sur lesquels il est très bon, peut-être, c'est certaines questions terroristes. Il a peut-être été, comme je dis, pragmatique sur certaines questions. Et là-dessus, il faut le suivre, c'est certain. Alors, vos questions évidemment, 01 40 33 9000 à maître Asif Arif qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour nous présenter donc cet ouvrage qui est disponible chez tous les bons libraires, maître. Oui. C'est un ouvrage disponible partout. Voilà, qui pourrait éventuellement vous aider, vous qui êtes peut-être confronté régulièrement à débattre avec des gens que vous connaissez autour de vous sur la fameuse laïcité. Peut-être qu'en lisant cet outil de la laïcité, vous pourriez avoir de quoi et avoir des arguments pour répondre éventuellement à vos interlocuteurs concernant cette fameuse laïcité. Direction le standard, peut-être avec un nouvel appel, une nouvelle question avant de revenir sur ce thème qui a été abordé par Hanan Zawani, sur ses conséquences aussi à venir sur l'Assemblée nationale et sur cette interdiction donc aux signes religieux. On peut dire clairement, c'est évidemment en direction du foulard que ça va. Question 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Méziane, on vous écoute. Oui, alors bonsoir à maître Asif Arif et à madame Zawani Hanan. Zawania et à toi Christophe, à tout le monde. Il y a Zawani. Ouais, non. Hanan Zawani, pas Zawania. J'ai une question, moi, qui me préoccupe depuis très longtemps, puisque l'islam est malgré tout assez récent dans les pays d'Europe, particulièrement en France. Mais comment se fait-il qu'il n'y a aucune instance, qu'elle vienne d'Arabie Saoudite, d'où il y a la Mecque, il n'y a aucune instance juridique et religieuse, théologique, théolégale, tout ce qu'on veut, qui arrive à prendre une position claire pour tous les musulmans sunnites. Pourquoi on n'a pas une instance représentative à un niveau théologique et politique? Ouais, mais ça, Méziane, si vous permettez, c'est pas forcément une question sur le juridisme, c'est plutôt une question d'ordre religieux. Je sais pas si maître Sifarif pourrait y répondre. Je comprends très bien, mais à partir du moment où nous, on veut vivre dans l'islam, bien entendu, on vit dans un pays qui n'est pas habitué, les lois n'ont pas été faites en fonction de notre religion, elles ont été faites avec la chrétienté, le judaïsme, le judéo-chrétien. Donc nous sommes une pièce rapportée. Par conséquent, on a besoin d'éclaircir, parce que si chaque musulman dit, moi je conçois la laïcité de telle manière, l'autre d'une autre manière, on en a pour 1000 ans comme ça. Il va falloir à un moment donné trouver un point commun quand même entre nous, non? Merci Méziane pour votre question. Maître, je sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus chez les musulmans, donc à partir de là, c'est compliqué. Ouais, mais ça, c'est pas aux autres de le reprocher. Enfin, c'est ça. C'est à nous-mêmes déjà. Voilà, c'est ça. Et après, moi, je peux pas en dire beaucoup plus sur ce que vient de dire le monsieur. C'est un constat qu'il fait, et puis on lui laisse ce constat-là, et puis on verra bien comment ça va évoluer avec le temps. Alors, autre question, beaucoup de questions. 01 40 33 9000 avec maître Asif Arif qui est avec nous sur France Maghreb 2. Bonsoir madame, votre prénom? Oui, bonjour, je m'appelle Noza, je suis de Marseille. Bonsoir Noza de Marseille, on vous écoute pour votre question à maître Asif Arif. Ah, très bien. En fait, j'aimerais réagir par rapport à ce qu'a dit Hanan tout à l'heure. Oui, allez-y. Par rapport à ce qu'a dit l'avocat aussi. Donc, si j'ai bien compris, l'avocat dit qu'il n'y aurait plus rien à faire par rapport à la loi, par rapport au voile. Donc, à l'Assemblée nationale, d'un point de vue français. Pardon? D'un point de vue français, il y a peut-être des choses à faire, d'un point de vue peut-être en saisissant juridiction européenne ou internationale. Européen apparemment aussi, on a du mal à ramer parce que moi à l'époque j'étais caissière et
Et au niveau européen, donc j'étais dans une entreprise privée et on m'a privé de mon poste. Quelques années après, donc au niveau de l'entreprise privée, ça n'était plus au niveau européen. Alors, je sais pas si Maître a besoin des éclaircissements parce que j'ai pas tout compris moi, Maître. Allez-y. Ah, très bien. Alors moi j'ai quitté en fait mon entreprise il y a 4 ans et à l'époque l'entreprise était privée donc ils n'avaient pas à mettre sur leur convention cette interdiction de signes ostentatoires. D'accord, vous confirmez, Maître, jusque-là? C'était en quelle année, pardon? Elle m'a dit en 2000? C'était en 2014, il me semble. 2014, oui, d'accord. 2014, bon, Ouais. ok, le problème ne se posait pas trop, parce que de toute façon, les vrais problèmes sont posés, enfin, les problèmes. Là, c'est plus la loi El Khomri qui a institutionnalisé tout ça, ok, très bien. Oui. Et après? Donc, la question que je me pose par rapport à Anan, j'espère qu'elle va aller au bout de son combat. Et la question que je me pose de façon générale, je me dis, s'il n'y a pas au niveau de la loi quelque chose qui peut faire ressortir ce droit aux femmes et à toutes les femmes, donc réunir peut-être toutes les femmes justement musulmanes françaises et qui veulent être intégrées à la société en bonne et due forme, comme une femme française, comme on dit pure souche. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement un soulèvement à faire par rapport à ces femmes et qui réclament leurs droits de façon unie? Ah, voilà la question qui est intéressante. Merci pour votre question. Écoutez la Merci réponse à beaucoup la radio. pour cette question et votre intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage et allez jusqu'au bout, s'il vous plaît, pour nous. Oui, bah on va le faire. Alors la réponse? Merci beaucoup. Je pense que c'est plus à toi d'ailleurs de répondre parce que Oui, c'est c'est un vrai, collectif de c'est femmes. vrai. Alors En tant que effectivement, femme. je me suis posé la question d'interpeller les candidates qui se sont présentées aux législatives. Donc on était 3 à 4 justement. Donc on avait Sandra Fourassier qui était suppléante du parti l'UDMF, et également 2 ou 3 autres candidates du PEJ. Mais j'ai souhaité d'abord PEJ, c'est quoi le PEJ? du PUJ, du Parti Égalité et Justice. D'accord, d'accord. Oui, c'est PEJ qu'on dit, non? Non, je sais pas, moi je Oui. connaissais pas. Voilà. Ah bah c'est un parti qui a présenté 50 candidats lors des législatives, dont 2 à 3 femmes qui portaient le foulard. Donc je me suis posé effectivement la question de me rapprocher d'elles, et de toute manière à terme je le ferai. Ma première interrogation, elle était déjà d'un point de vue juridique. Donc il y a déjà quelques mois, moi j'ai questionné plusieurs avocats. Il y a encore 15 jours, Maître Assif, on en a parlé par téléphone. Je vous posais la question de quelles étaient les possibilités. Et là, j'apprends il y a avant-hier, comme je l'expliquais, que l'assaut Lalab se rendait vraisemblablement, si j'ai bien compris, au Conseil européen pour porter cette question. Donc j'ai interpellé Attica il y a 2 jours sur cette question-là. Je l'avais interpellé déjà au mois de février d'ailleurs. J'avais pas eu de retour parce que le mail a pas été vu. Donc j'attends de l'avoir au téléphone pour savoir ce qui va en être. Et toujours est-il que si elles n'y arrivent pas de leur côté, en tout cas moi je vais les soutenir et puis je souhaite participer à leur action. Moi ce qu'on m'a répondu, c'est qu'il faudrait effectivement faire appel à des médias, faire appel à des personnalités connues pour interpeller directement le président de l'Assemblée nationale, interpeller Marlène Schiappa. Donc moi je ne cesse de le faire sur Twitter. Donc voilà. Donc aujourd'hui mes actions sont pas très entendues, pas très relayées. Mais comme on dit, je ne lâche pas l'affaire. Ah, c'est pas le genre de la maison. Voilà, Shannon. c'est pas le genre de la maison. Petite réaction sur cette envie, en tout cas, de se faire respecter et entendre de la part de ces femmes, aujourd'hui représentées par Anan Zawani. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de se faire entendre et de se faire respecter parce que c'est que comme ça en fait que les gens comprennent aussi que il y a aujourd'hui des femmes musulmanes dans le paysage politique ou associatif ou social français et qui souhaitent
être considérées comme des citoyennes à part entière, tout simplement parce que franchement, on a l'impression qu'on a des demandes exorbitantes de droit commun, alors qu'on demande simplement de vivre tranquillement. Ces femmes demandent simplement de vivre tranquillement leur vie dans la République. Allez, dans un instant, on est de retour pour la suite de cette émission. Ça passe très vite avec Maître Asif Arif qui est avec nous sur France Maghreb 2. Vos appels 01 40 33 9000 pour vos questions. Il est là pour tenter de nous aider à comprendre un petit peu ces différentes entorses qui est faites autour de la laïcité. Un mot qui parfois d'ailleurs ressemble étrangement à une religion ou à une secte, tellement les personnalités politiques en ont fait un fourre-tout. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là, messieurs, dames. On vous souhaite bien écouter de bonnes semaines. C'est lundi, on y va tranquillos. Et nous, on attaque d'emblée et on parle évidemment de ce qui est régulièrement évoqué dans les médias. Ce mot qui est peut-être le mot le plus employé par tous les journalistes de France et toutes les rédactions de France, la fameuse laïcité. Et justement, Maître Asif Arif qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, on a fait un ouvrage, un espèce d'outil justement sur la laïcité pour remettre, essayer, parce que là c'est quand même assez compliqué de remettre tout le monde d'accord et peut-être avoir de quoi argumenter, parce que c'est présenté sous forme de fiche, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, pour vous permettre justement d'avoir la bonne connaissance de cette fameuse loi 1905 que l'on a évidemment dénaturée complètement, même j'allais dire même plus dénaturée à ce stade, on a complètement inversé, on a complètement complètement changé la version initiale de cette loi 1905 qui avait, comme le répètent certains d'ailleurs, tout pour répondre à tous ces questionnements aujourd'hui. Question de Samir dans le 95, il est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Samir, votre question à Maître Asif Arif. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Maître. Oui, j'avais une question parce que l'ensemble de dossiers peut-être que vous traitez, il est traité avec une protection juridique religieuse ou une protection individuelle, d'individu, c'est-à-dire en tant que Français ou personne physique, bien sûr. Ah, elle est bien la question, j'aime bien. Oui, Maître Asif Arif, alors. Évidemment qu'on traite les gens comme des citoyens français à part entière et qu'on traite par rapport à la loi française. J'ai pas très bien en fait compris le sens de la question. Voilà, le sens de ma question est toute simple parce que beaucoup de gens essayent, de personnes bien sûr, défendre leur cas dans le droit de porter son foulard, le droit d'avoir une piscine pour les femmes et une piscine pour les hommes, le droit de tout ça c'est du droit. Mais beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui n'ont pas compris qu'il y a une loi qui est passée pour la laïcité. Donc, si les personnes doivent défendre le port du voile, ils doivent défendre le droit de porter leur voile, comme les personnes qui portent un string et comme les personnes qui portent des chapeaux, tout simplement. Vous avez remarqué que dès qu'on se couvre derrière une religion, il y a déjà une loi qui est passée, ça sera pour moi mort, ça passera pas. Vous voyez, donc je pense que c'est là où, pour moi je parle, où vraiment insister dans la mesure où une personne qui veut défendre la laïcité et son droit de porter le voile, elle doit le faire. Il faut pas qu'elle se rattache à une religion, puisque de toute façon la laïcité lui a répondu clairement. Donc là-dessus, le droit de porter le voile. Non mais moi je suis d'accord avec ce monsieur qui m'interpelle, mais vous avez remarqué quand même que le droit de porter le string ça pose aucun problème. Ça pose pas de problème. Mais la seule chose c'est que moi ce que j'ai envie de vous dire. Communauté qui fait face aux majorité de problèmes aujourd'hui, c'est la communauté musulmane. Je veux dire, il y a eu la mode pudique, c'était pour les musulmans. Il y a eu le burkini, c'était pour les musulmans. Il y a eu la loi à l'université, c'était pour le voile à l'université, c'était pour les musulmans. Et il y a eu un certain nombre d'autres choses qui, je pense notamment au menu de substitution, etc., qui étaient encore une fois pour les musulmans. Donc au bout d'un moment, c'est vrai, certaines personnes vont penser qu'on fait qu'on fait du zèle ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Si c'était une autre communauté qui était considérée et qui était aussi discriminée, on aurait fait la même chose pour cette communauté-là. Et on s'inscrit en faux à chaque fois qu'il y a une discrimination qui est faite contre une communauté. Donc voilà, l'idée c'est de défendre tous les citoyens qui soient libres dans leur conscience. Voilà. Bon, à moins qu'Anan Zawani souhaite rajouter un petit truc sur notre thème qui était consacré au départ, je le rappelle, au fait de ne pas pouvoir porter un signe religieux, donc au sein de l'Assemblée nationale, qui a été exclusivement demandé par le président François de Rugy.
Alors oui, je souhaiterais rajouter quelque chose en tant que un témoignage tout simplement en tant que candidate justement lors des législatives. Ce qui s'est beaucoup passé, c'est que pendant que en pleine campagne, on me reprochait justement de porter le foulard et on me donnait comme prétexte de toute manière tu ne pourras pas rentrer à l'Assemblée nationale parce que tu portes le foulard. Donc aujourd'hui, ce que fait Alain de Rugy, c'est qu'il nous met encore plus nous François, femmes. pourquoi tu veux l'appeler Alain? Ouais, François de Rugy, je sais pas. François de Rugy, c'est qu'il nous met encore plus nous femmes musulmanes portant le foulard face à toutes ces attaques et qu'il est en train de légitimer le discours des uns et des autres et que pour les femmes justement qui vont se présenter aux élections municipales et elles sont déjà plusieurs à s'être présentées avec un foulard sur la tête, et ben ça va être encore plus difficile. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, on va passer à notre troisième et dernier thème avec Maître Azif Arif sur France Maghreb 2. À vous rappelant évidemment que vous avez toujours la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000 pour poser vos questions. Profitez, j'allais dire, de la présence de Maître Azif Arif pour lui poser vos questions. Essayez de bien comprendre un petit peu toute cette problématique dont on évoque régulièrement dans les différentes émissions à la télé, mais aussi à la radio. Le troisième thème aujourd'hui, la différence entre ordre religieuse et ordre républicain, ce qui va peut-être d'ailleurs dans la continuité de la question posée par notre auditeur il y a quelques instants. La différence, est-ce qu'elle est notable, maître ? Elle est fondamentale et je pense que c'est là où ceux qui sont considérés, ceux que l'on considère comme des athées militants, eh bien ne comprennent rien à la laïcité, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'on peut avoir un patrimoine religieux tout en défendant la laïcité. Et ça, c'est un gros problème auquel on va faire face demain. Je prends pour exemple toutes ces personnalités qui sont régulièrement attaquées sur Twitter, qui sont régulièrement attaquées sur Facebook, parce que elles sont à côté de leur discours civil, en quelque sorte, un discours religieux, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'avoir une religion, d'avoir des convictions, etc. Et on mélange ces deux ordres, on mélange l'ordre républicain, civil, auquel tout le monde doit adhérer et auquel tout le monde adhère, à un ordre religieux qui est un ordre auquel on adhère de manière facultative et pas obligatoire. Ouais. Anan ? Bah effectivement, de toute manière, pour en revenir sur la loi de 1905, c'est que la laïcité elle repose sur des valeurs qui sont indissociables telles que la liberté de conscience, l'égalité en droit des opinions spirituelles et religieuses, la neutralité du pouvoir public. Donc on est tout à fait en droit de toute manière d'imaginer qu'on ait un islam qui soit très à l'aise avec ses prescriptions en fait. Donc je ne vois absolument pas pourquoi est-ce qu'on vient mettre en concurrence et qu'on vient opposer les valeurs de l'islam qui sont de toute manière des valeurs de liberté aux principes républicains. L'un n'est pas antinomique de l'autre. Oui, alors maître, il y a quand même des arguments qui sont avancés par la plupart des défenseurs, soi-disant, de la laïcité. C'est effectivement de dire voilà, les femmes qui portent le foulard le font peut-être pas de leur plein gré et qu'elles sont soumises, qu'elles sont forcées par leur conjoint ou leur père. Il y a aussi, voilà, ça on l'entend régulièrement, maître. Aujourd'hui, moi, les femmes que je rencontre qui portent le foulard le font toutes par leur plein gré. C'est toutes en pleine en conscience et en liberté qu'elles le font, maître. Cet argument ne tient plus, n'est plus valable. Comment faire en sorte que l'on casse ce mythe justement qui est répété, amplifié par ces personnalités politiques qui eux justement ne font pas de frontières entre justement l'ordre religieux et l'ordre républicain. C'est-à-dire que pour eux, on peut pas être une républicaine et porter le foulard. C'est simplement, ça se rapporte à la religion et c'est pour elles en tout cas une manière de propager une idéologie ou une religion. Bon, d'abord, rassurons tout le monde, article 1er de la loi de 1905, la liberté assurée garantit la liberté de conscience à tout le monde. Donc, à partir de là, les femmes qui portent le foulard sont évidemment des citoyennes à part entière de la République française. Bon, ce constat étant fait, je pense que comment on combat cette rhétorique, c'est d'abord en donnant la parole à ces femmes voilées qui le portent par conviction, par autodétermination et pas justement de manière contrainte. Et ensuite, c'est également d'adresser le problème de celles qui sont contraintes. Parce que s'il y en a, même si elles sont excessivement minoritaires, et on le sait, c'est pas normal. Eh bien, c'est pas normal. Ouais. Et il faut pouvoir combattre ce phénomène, et il faut le combattre fermement. Et heureusement,
notre système républicain contient des dispositions très claires sur la contrainte des femmes dans les foyers familiaux. Donc, à partir de ce moment-là, on met simplement en œuvre la loi pénale qui se suffit à elle-même et qui permet de protéger les femmes en situation vulnérable. Maintenant, la question, c'est que est-ce qu'on peut déterminer à la place de l'autre si elle doit porter un signe religieux ou pas? Non, parce que d'abord, c'est un paternalisme sans nom, et ensuite, c'est raviver une certaine mentalité qui était celle de l'Algérie coloniale. Exactement. On imagine ces affiches, dévoilez-vous, etc. Et puis qui nous sommes, nous, pour déterminer à la place de certaines personnes leur liberté de se vêtir, leur liberté de s'autodéterminer, leur liberté d'opinion. Je crois que nous n'avons pas, on est dans une société qui juge trop les gens, qui jugent beaucoup trop les gens. Laissons les gens libres de s'autodéterminer dans cette société, et c'est bien ça aussi l'idéal républicain français. C'est que chacun puisse quelque part s'autodéterminer et être libre de sa position en société. Et puis il y a une autre problématique qui, j'allais dire, concerne peut-être plus la communauté. Ça a été rapporté par quelques confrères à vous, maître. Aujourd'hui, dans les problèmes de divorce, notamment, le conjoint ou la conjointe n'hésite plus maintenant à prendre, j'allais dire, en exemple le fait qu'une femme porte le foulard ou que l'homme se soit laissé pousser la barbe pour obtenir la garde des enfants, n'hésite plus à invoquer l'argument de la radicalisation. C'est un problème qui est apparemment rencontré depuis un petit peu, là, ça s'amplifie, hein. De toute façon, c'est tous ces problèmes de radicalisation. C'est le problème de la radicalisation, c'est que juridiquement, ce n'est pas un concept. C'est quoi être radical juridiquement? Ça ne veut rien dire. C'est quoi être salafiste juridiquement? Ça ne veut rien dire juridiquement, ça n'a aucune consonance. Il n'y a aucune définition. Valls qui veut interdire le salafisme, hein. Oui, bon, Valls, il veut interdire beaucoup de choses, et puis de toute façon, il arrivera pas à faire grand chose à la fin. De toute façon, ça c'est une chose certaine. Mais, quoi qu'il arrive, ce que je veux vous dire là, c'est que ces termes qui sont des termes généraux, ces termes que l'on n'arrive pas à définir, eh bien, ce sont des choses qui ne permettent pas réellement à la laïcité de s'épanouir. Et en plus de cela, ces termes de radicalisation, ces utilisations un peu instrumentalisées de la radicalisation dans les procès, eh bien, font que aujourd'hui personne n'y voit clair. Et ça, c'est un très 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 gros problème. Et il faut faire attention à l'utilisation des termes. Alors il y a une affaire en ce moment qui a refait surface, qui a fait surface il y a peu. Ça s'est passé, je crois, Anan, si je me trompe, dans le 95, une femme voilée a été agressée. Et l'individu, l'agresseur, a été considéré comme quelqu'un de déséquilibré. Exactement. Donc c'est justement Maître Assif qui m'en a informé. Donc une femme qui a été voilée sur quelle ville, maître? Je crois que c'était sur Vélizy. Oui. C'était Vélizy, et puis ça s'est passé jeudi dernier. Hein, ça s'est passé jeudi dernier. Bon, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas eu non plus des éditions spéciales dans tous les sens. Il n'y a pas eu les grandes organisations antiracistes qui se sont soulevées en disant que c'est scandaleux et que c'est abominable ce qui vient de se passer. Non, au contraire, il y a eu un silence conventionnel. On a l'impression que c'est presque consensuel. Voilà, on ne dit rien quand une femme voilée se fait arracher son téléphone portable par un illuminé. Non, c'est tout à fait normal. Et puis c'est les propos qui ont été tenus par cette personne qui sont dangereuses, parce que cette personne a quand même parlé d'attentat. Vous êtes à l'origine de... Je ne sais plus exactement quels sont les termes, et ça encore une fois on le retrouve dans la dépêche du Parisien, mais on voit que c'est quand même amalgamant. Ce qui se passe surtout, et ce que ça révèle, c'est que les femmes musulmanes qui portent le foulard sont les premières attaquées, puis les premières victimes de c'est normal, violence, elles sont les plus visibles en même temps. Parce qu'elles sont les plus visibles. Alors moi, cette affaire-là, sans faire de comparatif, parce qu'il y en a absolument pas. En tout cas, ça m'a rappelé à cette affaire horrible de la mort de Mohamed El Makouli. Je sais pas si on a entendu parler, maître. Donc il y a quelques années a été assassiné, donc par un de ses voisins justement. Et ce qui a été retenu par la cour, c'est que c'était un déséquilibré mental, alors que pas du tout. Voilà, pas du tout. On l'a vu, en tout cas, c'est les propos qui nous ont été rapportés à travers différents médias de la région d'Avignon. C'est un homme qui avait toute sa conscience. C'est un homme qui est arrivé au tribunal parfaitement conscient, voilà, sans faire
on n'était pas face à un fou. Donc pour cette affaire-là de cette femme, donc je ne sais pas est-ce que vraiment le monsieur était un déséquilibré mental ou pas. Mais en tout cas, rappelons-nous que pour l'affaire Mohamed El Makouli, qui est une affaire, en tout cas, qui a été considérée par la communauté musulmane comme une vraie affaire d'islamophobie, elle n'a pas été jugée en tant que telle. Donc c'était un déni en fait, tout simplement. En fait, on a l'impression, pour aller plus loin dans la question d'Alan, plutôt dans l'observation, c'est que à chaque fois qu'il s'agit d'une affaire qui concerne alors une ou un musulman, une agression xénophobe, islamophobe, n'ayons pas peur du terme, ça passe comme une lettre à la poste, on n'en parle pas, et si c'est une agression à caractère antisémite, ça fait la une des journaux. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la surenchère dans l'agression, puisque qu'elle soit antisémite ou qu'elle soit islamophobe, de toute façon elle est gravissime, elle est abjecte et elle est à condamner. Mais pourquoi ce deux poids deux mesures qui maintenant semble ancré finalement dans nos habitudes? Ça devient limite normal. Voilà, bon, une femme qui a été agressée, elle est musulmane, bon bah ok, bah, ça passe dans le Parisien, mis dans un petit article. Par contre, le petit garçon ou le monsieur ou la femme qui subit une agression raciste ou antisémite, le fait qu'elle soit de confession juive, eh bien, il faut que ça fasse la une des journaux. On a l'impression que cette France, ce pays, se sent encore coupable de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale ou quoi? C'est quoi le truc? Alors, faudrait demander à cette France ou ce pays, parce que c'est un terme assez général et impropre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est face à une situation où le terrorisme a frappé en France. Oui. Et donc, peut-être que ça a complètement bouleversé les Français, bouleversé l'élite journalistique. Bon, n'ayons pas la mémoire courte, c'était déjà à l'époque comme ça. Je veux dire, depuis 2004, vous vous souvenez de la loi sur le foulard? Je pense aussi. Depuis 2001, on va dire même, les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, de toute façon, ont redistribué les cartes de la géopolitique mondiale et ont quelque part redistribué la façon dont ont les médias, de percevoir l'islam. Et puis, de toute façon, ça a été très bien décrit par Thomas Deltombe, qui a écrit l'islam imaginaire, qui a très bien décrit de 80 à 2005 comment on a fait évoluer l'image de l'islam. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est très bien documenté, très bien fouillé, et c'est la réalité. C'est une réalité médiatique qui est incontestée. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la chose est, on fait des constats, mais comment on sort de cette impasse? Comment on fait? C'est bien, déjà France Maghreb 2 nous permet de parler, nous permet de sortir un certain nombre de choses, dire un certain nombre de choses, mais maintenant, il appartient aussi aux grands groupes médiatiques de comprendre qu'il y a vraiment un phénomène qui est lié aux actes anti-musulmans, islamophobie, peu importe, la terminologie n'a que très peu de sens en fin de compte. Ce que l'on veut, c'est que l'on cible ce type d'actes et que l'on les dénonce et qu'on arrive à quelque chose de construit, qu'on arrive à dénoncer de la même façon qu'on dénoncerait un acte xénophobe, de la même façon qu'on dénoncerait un acte antisémite, et vous l'avez très bien dit, eh bien qu'on dénonce un acte islamophobe. Tout simplement. Oui, ça paraît tout à fait logique en tout cas. Mais c'est vrai que cette surenchère médiatique a démarré dans les années 2000, 2001, après les attentats du 11 septembre. Ça a forcé de le constater. Ça s'est ensuite amplifié avec la loi dite d'interdiction du foulard dans les écoles. Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse loi sur la burqa, vous vous en souvenez, où il y avait effectivement peut-être une minorité de femmes qui il y avait 1000 porté femmes 1000 femmes. Et on en a fait une loi pour 1000 femmes. Et on a encore un peu plus stigmatisé le fait. Et je pense d'ailleurs il y a eu du mimétisme dans cette histoire, parce que on a vu beaucoup de femmes porter la burqa, peut-être par revendication par la suite. Et après on entre dans une espèce de surenchère qui n'arrange les affaires de personne. Et puis de toute façon ça avait été dit, lorsque beaucoup de personnalités ont été auditionnées dans ce cadre-là, dans la loi de 2010 relative à la dissimulation du visage. Petite parenthèse ici, la loi de 2010 n'est pas fondée sur la laïcité, et ça on l'oublie très souvent. Elle est fondée sur l'ordre public, ce qui est deux choses complètement différentes. Donc on arrête de faire aussi des parallèles fallacieux entre la loi de 2010 qui interdit la burqa et la laïcité. Ce n'est pas vrai et c'est un non-sens total, puisqu'il suffit de regarder l'étude du Conseil d'État sur la loi de 2010 pour en être certain. C'est même pas fondé d'ailleurs sur la dignité et l'égalité homme-femme. Juste au passage pour ceux qui sont concernés. Par ailleurs, effectivement, il y a eu certains intellectuels qui, au moment de la loi de 2010, commençaient déjà à dénoncer un effet de publicité qu'on est en train de donner à cette burqa, qui fait que ça va se démultiplier. Et puis en plus, il y a certaines personnes qui en font un peu leur fonds de commerce, ils arrivent, ils payent les amendes, on en fait tout un tintouin, etc. Alors que il n'y a pas besoin, c'est très bien, qu'ils payent les amendes, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que
la France n'avait pas besoin d'une telle loi. La France n'en avait pas besoin. C'était vraiment une loi qui visait à instrumentaliser, et encore à des fins électoralistes, puisque on va constamment, et on a constamment ces dernières années, été chercher les votes du Front National. Bon, ce qui se passe en tout cas pour cette loi de 2004, on va le rappeler tout de même à nos chers auditeurs et auditrices, c'est qu'elle a renvoyé et renvoie encore jusqu'à aujourd'hui des femmes pour qui cette loi a été votée pour justement les protéger. Elle les renvoie à leur domicile et ne leur permet pas de continuer leurs études. Et en tout cas, si ces femmes-là étaient justement en danger au sein de leur foyer, et on les renvoie vers leur père et vers leurs frères qui sont censés être le représentant de cette discrimination, de cette violence qui leur est faite, et on les renvoie encore plus tôt vers un mariage, parce que ce qui se passe pour ces filles, c'est que c'est des femmes qui vont se marier beaucoup plus tôt, qui ne vont pas accéder à des études supérieures parce que elles restent droites dans leurs bottes, dans leur choix. Donc on l'a redit et Maître Assif l'a dit, il n'y a que très peu de femmes aujourd'hui à qui on oblige de porter le foulard. Aujourd'hui, dans la grande majorité, les femmes françaises qui portent le foulard, c'est des femmes qui sont conscientes de leur choix. Après, pour ma part, effectivement, à 14-15 ans, oui, ça me semble assez difficile, mais ne nions pas non plus à ces jeunes femmes qui ont 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, cette volonté de le porter en toute liberté, en toute conscience, parce qu'elles ont déjà la maturité de faire ce choix-là. Maître, l'ouvrage que vous proposez, donc, qui est un outil pour la laïcité, devrait, semble-t-il, avoir un écho favorable dans les médias. Vous recevez un petit peu des invitations depuis la sortie de l'ouvrage ? Pas grande invitation depuis la sortie de l'ouvrage, parce que il y a des polémiques stériles qui me collent à la peau, peut-être. On vient beaucoup t'attaquer même sur cet ouvrage. Moi, j'ai vu quelques tweets. On disait, mais de toute manière, c'est pas la vraie laïcité qui décrit. Moi, j'en ai parcouru quelques chapitres. C'est en total accord avec la loi. Ce que tu as écrit, rassure-nous. Toute phrase a une source. Donc, je ne peux pas mieux faire. Je veux dire, je peux pas inventer. Moi, j'étais pas là en 1905. Ouais, donc, moi non plus, et la jurisprudence, c'est pas moi qui l'écris. Je suis pas juge au Conseil d'État. Donc, il faudrait que les gens comprennent que mon bouquin se fonde sur des sources historiques, juridiques, et je n'ai rien inventé de par moi-même. Le principe même d'une fiche, c'est qu'elle soit un tant soit peu objective. Donc, c'est pas de ma faute si le Conseil d'État a décidé d'envoyer complètement boulet valse sur le Burkini et qu'il a eu tort de A à Z. Je veux dire, mais est-ce que j'y suis pour quelque chose? Non, c'est des magistrats en toute indépendance. La Constitution garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, ont décidé qu'il y avait une atteinte disproportionnée à la liberté de religion. Donc, à partir de cela, moi, je me fonde sur cet arrêt du Conseil d'État. On rappelle le titre de l'ouvrage, Maître, sorti en octobre 2017. Pour maîtriser la laïcité. Outils pour maîtriser la laïcité, ça peut être un bon ouvrage à lire pour pouvoir avoir de quoi argumenter face à ceux qui sont, j'allais dire, vos détracteurs, face à cette laïcité qu'ils entendent absolument préserver de par leurs propos. Alors on y est dans un instant de retour pour la dernière partie de cette émission. C'est un exercice qui est sur France Maghreb 2 au quotidien, qui s'appelle Libertad, Maître. Et oui, c'est en toute liberté que nous allons prendre les appels des auditeurs sans savoir qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Ils ont le loisir et la liberté de nous appeler pour nous dire ce qu'ils veulent, évidemment. Donc, quand on dit liberté, parfois, on peut s'attendre à des cris de singe et à tout ce que vous voulez. Mais c'est la liberté, c'est le prix à payer. Voilà. Ne bougez pas, restez avec nous sur France Maghreb 2 pour la suite et fin de cette émission avec Maître Asif Arif, qui nous a fait le plaisir de venir et avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes avec Nanzawani et avec Maître Asif Arif sur France Maghreb 2 qui est avec nous pour Libertad, messieurs dames. Alors le moment est pour vous la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Le bonsoir, qui est là? Oui, allô, bonsoir, c'est Nasser de Bondy. Bonsoir Nasser de Bondy, on vous écoute. Bonsoir Nasser. Bonsoir. En fait, un salut à toi, à Zawani, et puis un maître, j'ai pas retenu son nom. Maître Asif Arif. Asif Arif. Voilà, monsieur Arif, alors. Voilà, je voudrais un grand salut à nos frères en Palestine, là, qui crèvent dernièrement, là, sous les balles des terroristes sionistes. Voilà, pour ça. Et puis aussi pour mon frère Malik Bouti, que j'ai retrouvé. Je l'avais perdu de vue, et le revoilà qui arrive et qui attaque tout ce qui bouge. Les
arabes, l'islam, machin. Il a qu'à s'engager au crime, c'est mieux, non? Pas de proposition. Bon, et ben c'est votre avis, mon cher ami. En tout cas, une actualité palestinienne qui n'est absolument pas relayée. Absolument. Donc c'est bien d'en parler. Merci. Mais c'est ça, maître. Il y a eu encore, pas plus tard que vendredi dernier, pas moins de 9 morts côté palestinien. Il y a eu d'ailleurs un nouveau bombardement sur des positions du Hamas à Gaza cette nuit sans que personne n'en parle. Je veux dire, c'est aujourd'hui complètement occulté par les médias français. La Palestine n'existe pas sur la carte visiblement de certains journalistes. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Hop, ça c'est bon, ça va dehors. 01 40 33 9000 évidemment. Ah bon? Ah oui. Ah, très bien Medjed. Tu l'as démasqué? Oui. Très bien. Merci beaucoup Medjed. Bonne soirée. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, bonsoir, Samy. Pardon? Samy, je suis en Ouais, Samy, qu'est-ce qu'il y a, Samy? Ouais, je voudrais revenir sur ma boutique. Arrête de fumer de l'air, frère. Ça va pas tâter. Arrête tout ça là. Ah bah arrête toi aussi parce que ta voix elle a pas l'air très claire. Hein. Oula! Il arrête de fumer, Malik Pouti, là. Va dormir, c'est mieux, mon Ah, pardon, je croyais qu'il parlait à Christophe, excusez-moi. Non, il parlait de Malik Pouti. Merci, Samy. Bon. Alors, je suis désolée. Je pensais qu'on t'attaquait, cher Christophe. Non, donc, comme tu le sais, comme grave, je t'aime beaucoup, voilà, forcément, je sors les griffes. Ouais, direct. La tigresse. Anan Zawani, 01 40 33 9000, encore une petite minute à peine. Bien entendu, pour nous appeler si vous le souhaitez, pour nous faire relayer une information, pour nous faire part d'une actualité ou pour tout simplement réagir à l'émission. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir, j'aimerais bien intervenir oui, sur, bonsoir, prénom et ville d'appel. Sur la laïcité tout à l'heure. Prénom et ville d'appel, cher monsieur. Voilà, moi c'est Youva, c'est Paris. Youva, on t'écoute, rapide, tu fermes la boutique, on t'écoute. D'accord, moi en ce qui concerne, c'est que tout simplement on les laisse parler à la télévision comme Manuel Valls, tout, etc. C'est-à-dire en ce qui concerne les musulmans, ils étaient là avant leurs parents. Alors qu'ils nous sortent des trucs sur la burqa, sur tout, etc. En même temps, ça fait pas longtemps qu'il s'est naturalisé français. Ouais, Manuel Valls, ouais, absolument. Merci beaucoup, Youba. Eh bien voilà, c'est terminé en tout cas pour cet exercice libertal. On met le couvert évidemment demain avec Nadia Lazouni sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Merci beaucoup, maître Azif Arif, d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Et on rappelle donc l'ouvrage Outils pour maîtriser la laïcité. N'hésitez pas à vous le procurer, ça peut vous aider, ça peut servir comme on dit. Merci beaucoup, très cher Hanan. Merci à toi, Christophe. On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines et n'oublions pas donc d'annoncer, de présenter le concours du talent du LGF, oui, Christophe, absolument. toute la semaine. Absolument. On a commencé à recevoir nos premières vidéos, donc allez-y, continuez sur frochristophe@gmail.com ou en message privé sur Christophe Le Grand Forum. T'es entre 15 et 19 ans. Tu as envie d'être chroniqueuse ou chroniqueur, eh bien, tu nous envoies une petite vidéo de présentation en 1 minute, hein, voilà, pour nous dire un petit peu de quoi tu veux nous parler. Et eh bien, n'hésite pas pour participer à cette concours, puisque durant la 2e semaine des vacances scolaires de Paris, bien sûr, eh bien, vous pourrez peut-être être à la place, et vous serez d'ailleurs marrainé et parrainé par l'un de nos chroniqueurs. Et Anan Zamani fait partie d'ailleurs des marraines. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, maître. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, maître. À très bientôt. Et rendez-vous demain à 16h pour le LGF avec Nadia Lazouni. Excellente soirée. Merci d'écouter France Maghreb 2 et bon courage pour rentrer à la maison ce soir, 18h, lors du rappel de l'actualité de cette soirée avec Marine Garel pour le flash de 18h. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'examen du projet de loi de réforme du rail a débuté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, les élus communistes et insoumis ont déposé de nombreux amendements pour le maintien du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Outre la fin des recrutements au statut, grévistes et partis de gauche déplorent la volonté du gouvernement de transformer la SNCF en société anonyme à capitaux publics et d'ouvrir le secteur ferroviaire à la concurrence. Et sur les rails, des perturbations, un TGV sur 5 en moyenne pour ce 4e jour de grève à la SNCF. La participation est en légère baisse, 25% de grévistes. Les opérations d'évacuation se poursuivent à Notre-Dame-des-Landes. Une centaine d'occupants illégaux sont visés selon le ministère de l'Intérieur. 2500 gendarmes et policiers sont mobilisés. Le ministère de l'Intérieur affirme avoir traité 13 squats et interpellé 7 personnes depuis ce matin. Des heurts ont eu lieu sur le site des sans-noms. Et par ailleurs, le patron de Greenpeace, Jean-François Julliard, affirme que l'expulsion des opposants du site des sans-noms, où bergeries, potagers et autres projets agricoles fleurissent, est une illustration de l'absurdité de l'action du gouvernement sur place et de l'incohérence de son discours.
Ces nouvelles arrestations dans l'enquête sur l'attentat de Magnanville. 3 hommes et 3 femmes sont en garde à vue, notamment une policière ancienne syndicaliste. Les enquêteurs cherchent les complices éventuels qui ont pu aider le terroriste à tuer un couple de policiers en 2016 avant d'être lui-même abattu. Une enquête a été ouverte après la découverte de 5 cocktails Molotov à l'intérieur de la faculté parisienne de Tolbiac. Les enjeux ont été trouvés par un responsable de la sécurité de l'établissement. Le lancement des emplois francs prévu initialement aujourd'hui à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis en présence de Muriel Pénicaud, Jacques Mézard et Julien de Normandie a été reporté en raison de l'actualité chargée selon le ministère du Travail. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.